La ville incertaine, la ville infinie, la ville en friche, la ville fragmentée, la ville en lambeaux, la ville émergente. Ces expressions de géographes, urbanistes ou sociologues pour décrire la ville contemporaine montrent à quel point celle-ci apparaît comme difficile à saisir et dérange notre habitude. Le paysage urbain d'aujourd'hui décontenance. Sa cohérence et sa beauté d'antan semblent évanouies. Gageons que cette difficulté à saisir la ville provient alors de la différence entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle nous propose du point de vue du regard. Il est important à cet égard de répéter que le paysage est avant tout une construction culturelle et mentale. Les théoriciens du paysage s'attachent ainsi à démontrer que les objets paysagers sont devenus beaux une fois qu'ils ont été représentés et encadrés, telle la montagne que Hegel désignait comme chaotique et hideuse, devenue majestueuse une fois que Turner l'a peinte. Alain Roger écrit ainsi : « Notre regard, même quand nous le croyons pauvre, est riche, et comme saturé d'une profusion de modèles, latents, invétérés, et donc insoupçonnés, picturaux, littéraires, cinématographiques, télévisuels et publicitaires, etc., qui œuvrent en silence pour, à chaque instant, modeler notre expérience, perceptive ou non. Ce processus est appelé par l'auteur l'artialisation. Et donc la difficulté que l'on éprouve aujourd'hui à saisir la ville dans ses nouvelles dimensions, dans cette échelle gigantesque, offrant des formes peu évidentes, tiendrait dans notre condition inévitable à aimer la ville selon ses canons esthétiques habituels. Et afin de savoir ce que l'on attend de la ville aujourd'hui, il faut se tourner sur le monde des cartes postales et des publicités. Et le résultat n'est guère surprenant. Il s'agit de son centre historique. L'idée d'une ville tend à se réduire en un espace très limité, actif et attrayant, voire en un unique symbole, comme c'est le cas pour Paris et la Tour Eiffel. Dans 85% des publicités mettant en scène la capitale française, la Tour Eiffel est là, symbolisant en quelques 315 mètres tout l'art de vivre et le glamour parisien. Le paysage des villes mondiales, mentales, est ainsi devenu un réseau de stéréotypes, de monuments, se répondant les uns aux autres, parfois accolés. Détachés de leur inscription dans le territoire, les monuments deviennent des symboles que l'on visite dans des parcs d'attractions ou qui s'enchevêtrent à Las Vegas. Bien entendu, ce rétrécissement de la ville en un unique site ne va pas faciliter la tâche d'appréhension du paysage métropolitain qui est la nôtre. Ce paysage en pleine recomposition, apparaissant comme complexe, comme un labyrinthe, je vous propose, aux antipodes des images qui viennent de défiler, de s'y plonger, de tenter de l'appréhender à travers notre inconscient commun, c'est-à-dire les médias et les arts. Une des façons les plus répandues de voir la ville d'aujourd'hui est assez clairement celle d'un objet technique. À travers les jeux vidéo proposant de construire sa propre cité, ou des campagnes publicitaires telles que celle d'Areva, émane l'idée que la ville se développe simplement à partir du moment où les tuyaux sont connectés entre eux. À partir du moment où route, énergie et eau sont présents en quantité suffisante pour que la ville se développe, jusqu'à potentiellement l'infini. Ce serait ainsi l'urbanisme des réseaux qui, d'abord, donnerait leur forme aux villes contemporaines. C'est ainsi que sous l'impulsion de la mobilité généralisée et de l'étalement urbain, les nombreuses dystopies que la science-fiction met en scène décrivent un amoncellement de cubes reproductibles bouchant l'horizon. Loin de créer un bel ordre, cette production de la ville serait source de chaos. L'image du chaos n'est pas vraiment neuve dans l'histoire de l'urbanisme. Elle habitait déjà les hygiénistes à l'âge industriel, dénonçant la saleté, les miasmes, le chaos, jusqu'à Le Corbusier déclarant en 1933 que le chaos est entré dans les villes. Mais celui-ci serait désormais infini. L'image du chaos peut cependant être renversée positivement et trouver son achèvement à Tokyo. Pour Yoshinobu Ashihara,
il faut considérer la ville de Tokyo sous l'angle de la théorie de Mandelbrot. Selon lui, il existe un ordre caché dans la nature, une structure ordonnée, mais peu contraignante, qui intériorise le système des lois du hasard et de l'arbitraire. Pour Yoshinobu Ashihara, une ville comme Tokyo, qui s'est constituée de façon centrifuge et par parties, même si elle apparaît chaotique et dénuée de tout principe organisateur, sera peut-être un modèle pour les temps à venir. Dans cette ville, qui s'étend désormais à l'infini, la densité s'étiole peu à peu. Son tissu urbain se distend quand on s'éloigne du centre, et permet la formation d'espaces délaissés et d'espaces vides. En dehors du centre historique, c'est le règne de la banlieue uniforme, dépeinte comme sinistre, monochrome, en proie à la violence, et territoire non pas d'une harmonie, mais du vide. D'un vide bouché par quelques pleins placés de manière apparemment désordonnée. Espace lié organiquement à la ville, mais dans lequel on ne se sent pas en ville, caractérisé par le zonage, par l'absence de piétons, par une intensité moins forte. On se permet de parler de la banlieue, et non pas de les banlieues, car, à l'échelle mondiale, comme le souligne Jean-Christophe Bailly, la banlieue se reconnaît car dans ces espaces, les similitudes entre banlieues l'emportent sur les spécificités locales.